Bonjour. Merci d'être venus nombreux à cette première journée. Psy, images et cinéma. Et nous espérons qu'elle sera suivie d'autres journées similaires, avec autant de monde. Et nous souhaitons les ouvrir à toute personne pratiquant une clinique appuyée sur la psychanalyse ou passionnée par la psychanalyse. À une brève introduction avant, pour vous préciser quel est l'objectif de nos journées, quelle est l'origine ou la raison d'être sur un plan plutôt historique, notre histoire, et qui nous sommes-nous pour avoir lancé cette invitation. Alors si je vous dis d'emblée que l'objectif, c'était de mettre à jour de quoi est constitué le socle commun de nos pratiques du soin psychique, plus d'un siècle après l'invention de la psychanalyse, cela supposerait d'avoir étudié le devenir de la clinique et de la théorie pendant ce siècle. Et dire que nous souhaitons faire tout cela, c'est faire preuve d'une ambition qui peut paraître très exagérée. Alors ça m'amène à essayer de vous résumer où nous nous situons, nous, d'où nous parlons, quelle légitimité nous pensons avoir pour nous livrer à cette réflexion avec vous. Donc nous, c'est l'école EdPsy, l'association R, l'association TBSI. Alors nous sommes une très jeune école de psy, fondée par Jean-Marc Henriot, que nous avons la joie de voir avec nous, en 2000, 2001, enfin les premières 2002. Et Jean-Marc avait une expérience bien trempée durant les années 60. Il s'est frotté à l'époque où la psychothérapie essayait à peu près tout, où il était ensuite diplômé de psychologie, et dans les années 90, fondateur des GEP. Les groupes d'entraide psychologique étaient des groupes de développement personnel, où l'on enseignait et pratiquait l'écoute mutuelle pour monsieur et madame tout le monde. Psychanalyste du GIREP, le groupe international du rêve éveillé en psychanalyse, il s'inscrit aussi dans le courant de la clinique telle qu'elle est enseignée à l'université Lyon 2, en particulier avec René Roussillon. Et sa filiation en psychanalyse va de Freud à Bion et Winnicott. Alors on pourrait dire que Jean-Marc est fidèle à l'idée freudienne selon laquelle la psychanalyse n'est pas une pratique médicale. Comme il est adepte de la thérapie de groupe, il a mis l'accent dans son enseignement aux futurs thérapeutes sur la pratique, la mise en situation et l'expérience émotionnelle dans des groupes de formation, et ceci à côté de l'acquisition d'un savoir théorique. Alors, quelle pratique nous est enseignée ? Eh bien, d'une part, la cure analytique, avec pour pivot le rêve éveillé en séance. Et d'autre part, une méthode de thérapie brève, ces deux approches ayant en commun le positionnement du thérapeute. Ce positionnement se déduit d'une conception théorique fondée sur la psychanalyse, on pourrait dire enrichie, ou certains diront pervertie, par des expériences cliniques très variées. On peut citer les approches de Palo Alto, l'analyse systémique, l'analyse transactionnelle, les thérapies de groupe, le rêve éveillé, la PNL, et aussi par les apports théoriques successifs des psychanalystes anglais, de Mélanie Klein jusqu'à aujourd'hui. Donc sans entrer dans trop de détails, j'essaie avec ce résumé rapide de notre activité de vous faire sentir le mouvement de notre école, sa réflexion pour dégager des principes d'accompagnement des patients qui sont fondés sur une théorie psychanalytique, mais qui ont aussi intégré beaucoup d'autres approches. C'est dire que notre pratique peut difficilement se définir en termes classiquement psychanalytiques, et que le chemin suivi, en particulier dans l'enseignement, ce chemin étant toujours en mouvement, il nous mène vers toujours plus d'intégration d'apports variés. Alors nous reconnaissons aussi, comme tout psychanalyste, que notre pratique nécessite de se soumettre à une supervision régulière, d'avoir soi-même vécu une analyse, et même peut-être plusieurs, un certain nombre de règles qui définissent un périmètre, et alors on est soit dedans, soit dehors. Accepter de se définir comme cela, ça nous renvoie à la question suivante. Est-ce qu'il existe un socle commun sur lequel toutes les pratiques peuvent fonder la clinique et la supervision ? Ou bien, est-ce que les psychanalystes sont condamnés pour toujours à s'exclure, chaque école étant gardienne d'une identité propre,
que chaque analyste acquiert et défend chèrement. Il nous semble que notre parcours, notre jeunesse, peut-être notre ingénuité, nous rendent particulièrement sensibles à cette question. Notre inexpérience est un atout pour oser remettre en chantier ce qui a par ailleurs déchiré la psychanalyse depuis son origine. Osons remettre en question les déchirements de la psychanalyse, encore aujourd'hui acceptés comme une fatalité, et nous demander, ces ruptures, ne serions-nous pas capables de les analyser, de les dépasser, pour fonder un jour une nouvelle métapsychologie plus conforme à nos pratiques actuelles? Car on sait que le monde psychanalytique a éclaté dès sa naissance. À la Fondation, Freud la fondait sur l'exigence absolue de se soumettre au principe du sexuel oedipien, et à cette exigence a répondu ou correspondu une exigence de rupture. On sait qu'il y a eu les ruptures avec Jung, d'avec Ferenczi, Adler et d'autres. Donc des ruptures dès le début de l'histoire de la psychanalyse. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, qui a contraint à l'exil de nombreux analystes viennois, juifs, et la psychanalyse alors essaimée. Elle s'est développée dans des directions différentes, en Angleterre, en Israël, en Amérique du Sud, aux États-Unis, et à l'époque, presque pas en France. Et à nouveau, dans chaque îlot, c'est ainsi constitué ce que les gens ont appelé dans leur pays la psychanalyse. En fait, une espèce locale, comme les oiseaux, les espèces d'oiseaux des Galapagos que Darwin a découverts, qui avaient un ancêtre commun, mais comme les îles étaient très éloignées, ils n'étaient plus fertiles entre eux. Chaque île avait conduit à un développement de l'espèce qui était plus fertile avec les autres. Et la logique de la rupture reprend donc ses droits, même en France, dans les années 50, jusqu'à créer un quatrième groupe. On ne sait pas s'il y en a eu d'autres après, mais il y en a un qui s'appelle le quatrième en tout cas. Et dans les années récentes, on a vu se multiplier des entreprises aussi pour détruire la psychanalyse, entre guillemets. Pourtant, ne faudrait-il pas plutôt la refonder? J'étais allée à un rassemblement proposé par la FF2P, la Fédération française de psychothérapie et psychanalyse, en 2015. Ils avaient organisé un colloque dont le thème était l'identité du psy. Et il y avait toutes sortes de gens, de toutes sortes de pratiques. Ça nous a permis de sentir combien toutes les pratiques peuvent facilement s'entendre, se parler, se comprendre émotionnellement, grâce à des ateliers en particulier. Et l'écoute qui s'est développée depuis un siècle maintenant auprès des patients, je crois, nous permet aussi de nous entendre entre cliniciens. Et parfois, c'est presque une surprise de le constater, mais c'est bien une réalité. Alors notre idée un peu pour cette journée, ça on pourrait dire que lorsqu'on parvient vraiment à s'entendre, c'est qu'on est dans une écoute psychanalytique. Et qu'il existe bien un socle, mais que Freud ne l'a pas forcément complètement perçu ou théorisé, et que ce socle est toujours aussi valable, il se met peu à peu à jour grâce à la clinique. Alors on peut maintenant clarifier l'esprit de notre rencontre, aider nos subpersonnalités psy, des identifications diverses à des pratiques, les aider à se rencontrer, à dialoguer, à se réunir, leur offrir un cadre où elles peuvent s'exprimer en sécurité. C'est un rendez-vous et un temps d'auto-analyse de psy pour mettre à jour nos vieilles croyances et peut-être affermir un moi psychanalytique qui ne serait plus empêtré dans des préjugés ou dévitalisé par la lutte contre d'autres obédiences ou d'autres pouvoirs, médias, intellectuels, etc., ou autres psy. Et oser affronter, en fait, ce qui est refoulé, conduit à des scissions. Soutenir notre complexité identitaire. Soutenir l'inconfort d'avoir affaire avec toutes ces théories toujours et encore en chantier. Le moyen étant de parler entre nous de clinique, de soins psychiques, un peu comme nous le faisons en supervision à propos de nos patients, mais cette fois devant un film, avec la sécurité de l'écran et la distance de la projection. Donc notre entreprise, là, c'est pas de créer un énième séminaire, il y en a beaucoup, intéressants, où sont proposées une transmission verticale d'expérience et de savoir, et le rapport est indispensable et précieux. Mais nous, on avait envie de proposer un lieu et un temps d'échange plus horizontaux, où les discussions et le questionnement peuvent s'exprimer et s'écouter sans obligation de résultat,
chacun venant ici sans chercher ni persuasion ni transmission. Ça fait référence à cette idée d'écouter un patient sans mémoire et sans désir. En somme, un moment de thérapie à médiation ouvert à tout psychanalyste. Donc des moyens très modestes et un objectif très ambitieux. Et je dirais une proposition aujourd'hui à expérimenter, à faire évoluer et à reproduire à d'autres rencontres. Donc ce n'est qu'une première fois, nous l'espérons, et quand j'ai dit merci d'être venus si nombreux, c'était sans ironie. Il y aura d'autres fois ou d'autres formes de rencontres. Et si celle-ci ne convient pas, ne prend pas, ben, je pense qu'il y en aura d'autres, car nous sommes persuadés qu'il y a un chemin là qui est nécessaire pour l'ensemble des psys. Et surtout pour que les personnes en souffrance que nous aidons puissent être de mieux en mieux écoutées, entendues et soulagées. Des personnes comme les personnages du film que nous allons maintenant retrouver. Donc je vous propose de retrouver maintenant Magide, Georges, Pierrot, Anne, Tante Julie, et de nous retrouver après le film. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones portables. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des notes pendant le film pour animer après nos échanges.